Les habitudes sont des comportements qui ont été répétés suffisamment de fois pour devenir automatiques. Plus facile à dire qu'à faire, hein, n'est-ce pas? Eh bien, restez bien avec moi parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner 4 caractéristiques qui font qu'une habitude est facile à mettre en place. En gros, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est hacker votre cerveau et ses habitudes. À chaque fois que vous faites face à un problème à plusieurs reprises, eh bien, votre cerveau, il automatise le processus de résolution. Et à mesure que les habitudes se créent, eh bien, l'activité dans le cerveau diminue. En gros, votre cerveau, il se met en repos, il se met en mode claquette chaussette, j'aime bien dire. Et un des exemples les plus flagrants pour ça, c'est la conduite. Quand vous apprenez à conduire, il vous faut au moins 20 heures de cours de conduite pour réussir à avoir quelques automatismes. Et encore, je ne suis pas sûre que ça soit si automatique que ça au bout de 20 heures. Alors qu'en fait, quand vous avez des années et des années d'expérience, vous ne pensez même plus à ce que vous faites quand vous conduisez, c'est complètement automatique. Vos mouvements des pieds, vos mouvements des mains, là, le pommeau de vitesse, tout ça, ça se fait vraiment sans que vous n'ayez besoin d'y penser. Il n'y a plus besoin d'intellectualiser le process. Vous pouvez faire ça en même temps que vous discutez avec un passager, par exemple, en même temps que vous écoutez une émission à la radio, ou en même temps que vous faites votre liste de courses dans votre tête. Pas en même temps que vous tapez des SMS, hein, par contre ça, c'est non. Et en gros, le processus de création d'une habitude, il a été modélisé et on peut le découper en 4 étapes simples. Donc premièrement, il y a le déclencheur. Par exemple, au hasard, vous passez devant la vitrine d'une boulangerie. Ensuite, il y a l'envie. En général, il y a de fortes chances pour que cette vitrine de boulangerie, encore plus s'il y a l'odeur qui va avec, elle vous ait donné envie de rentrer à l'intérieur parce que ça vous a donné envie de manger un petit quelque chose. Et donc, troisièmement, il y a la réponse à ce déclencheur et à cette envie, c'est-à-dire que vous entrez dans la boulangerie. Et la 4e étape, c'est la récompense. C'est ce pain au chocolat, cette chocolatine, vous l'appelez comme vous voulez, moi dans le Pas-de-Calais, on appelle ça des petits pains. Mais en gros, la récompense, c'est que vous le mangez. Donc à chaque fois que vous allez vouloir modifier votre comportement, il va falloir vous poser des questions qui sont en rapport avec ces 4 étapes. Donc la première, comment puis-je le rendre évident? Boulangerie, quand vous passez devant, c'est assez évident. La deuxième, comment puis-je le rendre attrayant? La troisième, comment puis-je le rendre facile? La dernière, comment puis-je le rendre satisfaisant? Et donc le premier principe de la création des habitudes, ça va être la loi de l'évidence. Parce qu'avec suffisamment de pratique, votre cerveau, il va capter les déclencheurs sans même que vous en soyez consciente. Il va capter ces déclencheurs qui provoquent certains résultats. Et donc ça, sans que vous y pensiez consciemment. Parce que quand nos habitudes sont devenues automatiques, en fait, on ne fait plus attention à ce qu'on fait. On est en mode pilote automatique à peu près 95% de la journée. Heureusement, parce que sinon, on serait lessivé au bout de 2 heures si on était toujours vraiment dans la conscience. Heureusement qu'on a des automatismes pour être en quelque sorte au repos mental. Mais c'est ces automatismes parfois qui peuvent être délétères, en tout cas qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Et c'est cela qu'il va falloir identifier et se défaire. Ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, ici, on est là pour apprendre à créer de bons automatismes. Et donc, le processus de changement de comportement, ça doit toujours commencer par la prise de conscience. Vous ne pouvez pas changer ce dont vous n'avez pas conscience, ça c'est évident. Donc il va falloir ramener à la conscience tout ce que vous faites dans une journée. En fait, c'est pas compliqué, il faut connaître ses habitudes avant de vouloir les changer. Ça paraît logique dit comme ça, mais c'est pas toujours évident. Et donc le plus simple, c'est de commencer par identifier toutes vos habitudes au long d'une journée. Il va falloir faire un peu quand même les choses consciemment, ce sera peut-être plus fatigant au départ, mais il va falloir les faire consciemment pour identifier toute cette succession d'habitudes, voir lesquelles vous voulez changer. Et après, vous demandez comment vous pouvez les changer. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils manquent de motivation, alors qu'en fait, ils manquent de précision, parce que justement, ils ne sont pas allés identifier ces choses-là. Et c'est en les ayant identifiées que vous allez savoir où et quand agir. Et puis là, je vous explique le comment agir. Et donc, il va falloir passer par toute cette phase d'introspection, se poser les bonnes questions, décortiquer ses journées, décortiquer ses routines inconscientes, décortiquer nos actions tout au long de la journée. Et à chaque fois, nous demander si tout ça, c'est pertinent par rapport à nos objectifs. Par exemple, au hasard, on pourrait se demander s'il est pertinent d'aller plonger la main dans le bocal de bonbons de ma collègue de bureau quand je suis dans une démarche où j'essaye d'avoir une alimentation plus saine, par exemple. D'ailleurs, demandez-vous combien de fois par jour vous allez comme ça piocher un petit truc à droite, à gauche, surtout je sais dans les open space ou entre bureaux, voilà, il y a toujours des trucs qui traînent. Moi-même quand j'étais kiné, il y avait beaucoup de patients qui nous ramenaient des petites douceurs et on avait toujours tout un tas de trucs sur le bureau. Évidemment que c'est tentant, et demandez-vous combien de fois par jour vous cédez à ces tentations-là. Et donc je disais, la première loi du changement d'habitude, c'est de la rendre plus évidente. Et donc pour ça, il y a une première solution qui consiste à la rendre plus évidente dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que pour appliquer cette stratégie à des nouvelles habitudes, vous n'avez qu'à terminer cette phrase. Je vais, comportement, à, moment, dans, lieu. Par exemple, si vous voulez mettre en place une routine de sport,
Ça va ressembler à « je vais faire du sport pendant 1 heure, à 17 h, chaque lundi et jeudi, à la salle de sport ». Et vous voyez que dans cette phrase, on a défini le comportement, le moment et le lieu. Et c'est hyper important d'être précis à chaque étape. Plus vous serez précise, plus vous arriverez à ancrer cette habitude. L'objectif dans tout ça, c'est de rendre le moment et le lieu si évident qu'avec suffisamment de répétition, on aura l'impression de faire ce qu'il faut, quand il faut, même si on ne sait pas pourquoi. Mais c'est comme ça. C'est comme se brosser les dents, en fait. Vous ne réfléchissez pas quand vous le faites. Les enfants, quand ils sont petits, il faut leur répéter tous les jours, il faut être derrière eux. Et finalement, une fois adulte, on le fait. Et le pire, c'est que si on ne le fait pas, on ne se sent pas bien. Le but, c'est de rendre le sport ou ce que vous voulez, en fonction de votre objectif, aussi évident que ça. La deuxième solution pour rendre une habitude évidente, c'est ce qu'on appelle l'empilement d'habitudes. Et la superposition d'habitudes, l'empilement d'habitudes, c'est une forme particulière d'intention d'agir. Dans cette solution, plutôt que d'associer votre nouvelle habitude à un moment et à un lieu, on va l'associer à une habitude qui est déjà existante et qui est déjà automatique. Donc si on doit écrire une formule, ça donne « après l'habitude actuelle, je vais nouvelle habitude ». Par exemple, après avoir sorti le chien à 7 h le matin, j'irai faire du sport. La condition, c'est que sortir le chien à 7 h du matin, ça soit déjà une habitude existante bien ancrée. Un autre exemple, si vous voulez vous mettre par exemple à manger des œufs le matin, mais que tous les jours quand vous vous levez, vous êtes tellement en pilote automatique que vous oubliez que vous avez décidé de manger des œufs, et bien vous vous dites, après avoir mis mon thé à infuser, je vais me faire 2 œufs au plat. Et le top, c'est de déposer les œufs à côté des sachets de thé. On va en reparler juste après. Dans tout ça, ce qui est important, c'est la précision. Plus votre nouvelle habitude est liée à un déclencheur précis, meilleures sont les chances que vous vous souveniez que c'est le moment de les appliquer. Et donc on en vient à l'importance du contexte. Chaque habitude dépend du contexte. D'ailleurs, en 1936, c'est le psychologue Kurt Lewin qui l'a traduit sous la forme d'une équation qui signifie littéralement que le comportement est une fonction de la personne dans son environnement. Il a écrit B égale F, entre parenthèses, P, E, bref, on s'en fout. Mais voilà, il a littéralement traduit ça sous forme d'une fonction mathématique. Et pour rendre ça plus concret, imaginez-vous, si vous allez dans votre cuisine ou dans le bureau de votre collègue et que vous voyez une assiette de biscuits sur la table. Bah, vous allez probablement en manger, on est d'accord. Même si vous n'y avez pas pensé auparavant. C'est pas pour ça que vous êtes venu dans la cuisine, c'est pas pour ça que vous êtes venu dans le bureau de votre collègue, vous n'avez même pas faim à vrai dire, mais c'est là, et de façon vraiment automatique et quasiment inconsciente, bah vous allez piocher dedans. Heureusement, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être à la merci de votre environnement. Vous pouvez aussi en être l'architecte. Pour reprendre la cuisine, simplement laissez pas traîner de biscuits sur la table en évidence. Votre collègue, bah demandez-lui de mettre ses biscuits dans le tiroir. Si c'est demandé gentiment, ça passe. Par exemple, si vous voulez boire plus d'eau, bah créez-vous un environnement favorable. C'est-à-dire, remplissez quelques bouteilles d'eau chaque matin. Moi, j'aime bien prendre l'exemple des bouteilles d'1 demi-litre. Vous en remplissez 3. Et vous les placez à des endroits stratégiques. Ce que j'appelle des endroits stratégiques, c'est des endroits où vous allez passer régulièrement dans la journée. Donc, si vous travaillez sur votre bureau, typiquement, vous pouvez en placer chez vous dans votre cuisine, sur votre table de salon, sur la table basse, quand vous êtes devant la télé. Voilà, des endroits où vous allez forcément la voir. Et quand vous la verrez, vous boirez. Un autre exemple, si vous essayez de manger plus sainement, et là c'est important, parce qu'il est probable que vous fassiez toujours vos courses dans le même magasin, en mode pilote automatique, parce que vous avez vos habitudes. D'ailleurs, on s'en rend compte, parce que dans les magasins, ils sont pas fous, ils ont capté ça. Régulièrement, vous avez remarqué qu'ils changent la disposition des rayons, des têtes de gondole et tout, vous retrouvez plus rien, vous êtes obligé de vous retaper tous les rayons. Ils font ça parce que du coup, vous achetez plus de choses. Vous achetez des choses que vous n'aviez pas prévues parce que vous êtes passé devant. C'est comme les biscuits sur la table, c'est le même principe. Mais voilà pourquoi, quand vous décidez de changer vos habitudes alimentaires, c'est bien aussi de changer de magasin. Un magasin dans lequel vous n'avez pas vos habitudes, vous allez certainement découvrir des nouveaux produits que vous chercherez spécifiquement, et vous allez abandonner peut-être des produits que vous aviez l'habitude de manger, et d'aller chercher toujours au même endroit. Vous savez très bien où se trouve le rayon chips, le rayon biscuits. Essayez de changer de magasin, vous ne retrouverez peut-être pas ce rayon-là, vous passerez peut-être pas devant. Et puis je trouve le top du top aussi, c'est de faire un drive. Moi je sais que quand les drives ont commencé à pop-up un peu partout en France, je trouvais ça génial, parce que moi j'ai toujours détesté faire les courses, et je trouvais ça génial parce que ça m'évitait justement d'acheter des choses dont j'avais pas besoin, mais parce que j'étais passée devant, j'en avais voulu, etc. Donc les drives, ça peut être pas mal. En fait, il faut vraiment limiter les tentations et casser les habitudes existantes. Et donc, comme chaque habitude est initiée par un déclencheur, pour les nouvelles habitudes que vous voulez mettre en place, il va falloir indiquer clairement un déclencheur dans votre environnement. L'exemple des bouteilles d'eau. Si vous voulez boire plus d'eau, mettez des bouteilles d'eau un peu partout.
Je vais aussi vous faire quelques mots sur la discipline. Moi, j'aime bien expliquer la différence entre la motivation et la discipline. Mais attention, parce qu'il faut aussi comprendre que les personnes disciplinées, elles le sont parce qu'elles structurent mieux leur vie de manière à éviter de faire usage de deux comportements, justement. La volonté de faire ou la maîtrise de soi. Parce que la volonté de faire et la maîtrise de soi, ça va bien un temps, mais ça ne dure pas toujours. Donc les personnes disciplinées, en fait, elles font en sorte de passer de moins en moins de temps dans des situations de tentation. À court terme, vous pouvez choisir de vaincre la tentation par la discipline, la maîtrise de soi, mais comme je disais, c'est pas durable. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats durables dans quoi que ce soit, quoi que vous entrepreniez. J'imagine que vous avez envie que ça soit durable, pas faire un coup d'épée dans l'eau. Et si vous voulez des choses durables, il faut mettre en place des moyens durables. Donc il faut travailler sur la discipline plutôt que toujours compter sur sa motivation. Si vous faites un régime qui est drastique, qui est frustrant, évidemment que vous allez tenir un moment grâce à votre motivation, à votre maîtrise de vous-même. Mais vous n'allez pas tenir toute votre vie comme ça, on est bien d'accord. Donc si en termes de perte de poids, vous voulez des résultats durables, il va falloir mettre en place des moyens durables. C'est-à-dire pas vous affamer, pas vous priver et pas vous frustrer. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, qu'à long terme, nous devenons un produit de notre environnement. Donc calibrez votre environnement en fonction de vos objectifs et des habitudes que vous voulez créer. Nous voilà donc au deuxième principe de la création des habitudes, l'attractivité. Le truc, c'est qu'il va falloir rendre cette nouvelle habitude littéralement irrésistible. Évidemment que plus une opportunité est attractive, plus elle risque de devenir une habitude, on est d'accord. Et en fait, il faut avoir en tête que les habitudes, c'est des boucles qui sont liées à la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation. Et quand la dopamine augmente, notre motivation à faire quelque chose augmente aussi. En fait, c'est l'attente d'une récompense, et pas l'accomplissement, qui nous pousse à agir. En fait, vous ne voulez pas vraiment manger, vous voulez juste avoir le goût du chocolat dans la bouche, on est d'accord. Donc on en vient au fait qu'il faut rendre nos habitudes attractives. Parce que c'est l'attente d'une expérience enrichissante qui nous pousse à agir. Et c'est là qu'entre en jeu la stratégie du regroupement de tentations. Et ça, c'est basé sur le principe de Premack, qui dit que des comportements plus probables renforceront des comportements moins probables. Et donc ici, il faut associer quelque chose que vous voulez faire à une action que vous devez faire. Si on devait faire une formule à partir de ça, ça serait après habitude dont j'ai besoin, je vais habitude actuelle. Par exemple, si vous avez envie de vous poser devant la télé mais que vous avez besoin de faire plus d'exercice, vous allez négocier avec vous-même et vous allez vous dire, après être allé marcher 30 minutes, je me poserai devant la télé. Et l'action la plus agréable sera la récompense. Et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais le mode de vie est contagieux. Si vous êtes entouré de personnes en forme, vous aurez plus de chances de considérer que le sport, c'est une habitude courante. En réalité, notre entourage influence beaucoup plus nos comportements que ce qu'on pourrait penser. Notre entourage va nous aider à définir nos standards. On va beaucoup s'identifier aux personnes de notre entourage pour définir nos standards, de manière inconsciente, bien souvent. Donc raison de plus pour s'entourer de personnes qui ont les habitudes que l'on voudrait avoir. Et il faut s'inspirer d'elles. Et n'oubliez pas aussi que mettre en évidence les avantages de nos bonnes habitudes, plutôt que leurs inconvénients, c'est un moyen rapide et libérateur de changer d'état d'esprit et de rendre une habitude plus attrayante. Je sais que vous n'avez pas forcément envie de faire 30 minutes de sport, 30 minutes de musculation ou 30 minutes de cardio, mais pensez aux bénéfices que vous allez avoir en termes de santé, en termes de silhouette. Voyez les bénéfices plutôt que les inconvénients. Et donc nous voilà maintenant au troisième principe de la création des habitudes, c'est la facilité. L'habitude doit être facile, sinon vous aurez toujours du mal à la mettre en place. Vous allez la faire une fois, deux fois, la troisième fois, on en a marre, c'est trop dur. Et donc une des clés, ça va être la répétition. Il ne faut pas simplement penser, intellectualiser, planifier, il faut aussi évidemment passer à l'action. Et si vous voulez maîtriser une habitude, il faut la répéter, répéter, répéter. Et même si c'est pas parfait tout de suite, moi, il y a une phrase qui me suit presque tous les jours qui dit « fait est mieux que parfait ». Et c'est tellement vrai. Si on attend que ça soit parfait, on passe jamais à l'action et il se passe rien. Et donc en ce sens, il n'y a pas besoin de définir toutes les caractéristiques d'une nouvelle habitude tout de suite. Il faut juste la mettre en pratique et après il faut peaufiner le truc en fonction du feedback que ça vous donne. Et là, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, la formation d'une habitude, c'est un processus par lequel le comportement devient de plus en plus automatique par la répétition. Plus on répète une activité, plus la structure de notre cerveau se modifie pour devenir de plus en plus efficace dans cette activité. Et donc on peut en déduire que les habitudes se forment en fonction de la fréquence et non pas du temps. C'est le principe des virtuoses, par exemple. Un virtuose du violon, c'est pas quelqu'un qui est né avec un don pour le violon. En fait, c'est des choses qui arrivent à force d'entraînement et de répétition. Les gens qui ont des talents comme ça, un talent, c'est juste quelque chose que vous avez répété pendant des heures et des heures. Et là-dessus, il n'y a pas de formule magique non plus pour calculer le temps nécessaire à la formation des habitudes. Peu importe que vous mettiez 21, 30 jours, 2 mois, 3 mois, j'en sais rien. Il n'y a pas de norme en fait. Ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle vous mettez en pratique votre comportement désiré. Et dans cette loi de la facilité,
il ne faut pas non plus oublier la loi du moindre effort. Parce que l'énergie est précieuse, hein, et le cerveau, il est programmé pour l'économiser autant que possible. Là, le cerveau, je vous le dis, ce qu'il aime, c'est être en claquettes chaussettes. Et donc, il est dans la nature humaine de suivre la loi du moindre effort. Et au moment de choisir entre deux options similaires, eh ben, on va faire un rapide calcul comme ça, inconsciemment, de celle qui nous demande le moins d'énergie et nous rapporte le plus en termes de satisfaction. En fait, on va toujours vers la facilité. Et pour Cro-Magnon, en fait, c'était vraiment une question de survie. L'énergie, c'était pas quelque chose, voilà, c'était quelque chose vraiment qu'il fallait sauvegarder. Et dans le fond, ce que nous voulons toutes, en fait, c'est le résultat obtenu par l'habitude. On ne veut pas faire régime, on veut juste être plus mince. On veut le résultat. Et plus l'obstacle est grand, plus l'habitude à prendre est difficile. Encore une fois, si on vous demande de faire un truc hyper restrictif, vous allez avoir du mal à en prendre l'habitude. Et donc, il est nécessaire de simplifier les habitudes et de les modifier, même lorsqu'on n'en a pas envie. Parce que si vous rendez vos bonnes habitudes plus pratiques, vous aurez plus de chances de les suivre et de les pérenniser. Et les jours où vous aurez moins envie, eh ben, ce qui vous restera, ce sera les habitudes simples, parce qu'elles resteront réalisables, elles ne vous coûteront pas beaucoup d'énergie, et vous abandonnerez en fait les choses plus complexes, les habitudes plus complexes, qui vous demandent plus d'énergie et plus d'investissement. Donc la conclusion, c'est que plutôt que d'essayer de surmonter les difficultés de la vie, il faut les réduire. Pour ça, il y a aussi la loi des 2 minutes qui peut vous aider dans votre création d'habitudes. Vous avez remarqué, chaque jour, il y a des moments qui sont décisifs, qui ont un impact démesuré. C'est ça qu'on appelle des moments décisifs. C'est le moment où vous décidez, par exemple, de commander un plat à emporter ou de préparer un dîner. C'est le moment où vous décidez de prendre votre voiture au lieu de prendre votre vélo ou de prendre votre voiture au lieu d'aller à pied. C'est le moment où vous décidez de travailler ou d'allumer votre console de jeu. En fait, il y a plein de choix comme ça dans une journée qui sont déterminants et qui durent moins de 2 minutes. Et par exemple, plutôt que de vous dire je vais lire tous les soirs avant d'aller me coucher, il y a des soirs où ça peut paraître barbant, vous n'avez pas envie, et dites-vous juste je vais lire une page. Puis vous verrez, en général, vous n'en lirez pas qu'une. De la même façon, au lieu de vous dire je vais faire 30 minutes de yoga, dites-vous je vais sortir mon tapis de yoga. Au lieu de se dire je vais plier le linge, dites-vous je vais plier mes chaussettes. Au lieu de se dire je vais aller courir 5 km, se dire je vais enfiler mes baskets. En fait, c'est des décisions qui n'ont formulées différemment, elles n'ont pas du tout le même impact. Le but, c'est de maîtriser l'habitude et de manifester sa bonne volonté. Et de toute façon, souvenez-vous, il est toujours préférable de faire moins que ce que vous aviez prévu que de ne rien faire du tout. Maintenant, le 4e principe de la création des habitudes, c'est la satisfaction. Évidemment que quand vous créez une nouvelle habitude, vous avez envie d'être satisfaite à la fin quand vous l'avez mise en place. Pourquoi ? Parce que ça génère du plaisir, qui indique au cerveau qu'un comportement vaut la peine d'être appelé et répété. Donc, on a vu les 3 premières lois du changement de comportement, c'est-à-dire l'évidence, l'attractivité et la facilité. Ces 3 lois-là, elles augmentent les chances qu'un comportement soit appliqué. La 4e loi du changement de comportement, c'est-à-dire la satisfaction, elle augmente les chances qu'un comportement soit répété une prochaine fois. Elle clôture la boucle des habitudes. C'est vraiment celle-là qui va faire qu'on va ancrer de façon durable cette nouvelle habitude. Pour ça, il faut se rappeler que nous accordons plus d'importance au présent qu'au futur. Et le problème, c'est qu'en fait, les conséquences des mauvaises habitudes, elles sont différées. C'est des choses qui arrivent bien plus tard que l'habitude elle-même. Par exemple, si vous êtes fumeur, fumeuse, évidemment que les conséquences de ça, ça ne va pas arriver demain. Ça va arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et pour les bonnes habitudes, c'est l'inverse. Et le problème, c'est que les conséquences des mauvaises habitudes, donc elles sont différées, alors que les récompenses, elles sont immédiates. Quand vous avez fumé votre clope, évidemment que votre récompense, vous l'avez sur le moment. C'est pareil pour manger. En fait, trop manger ou manger de mauvaise qualité, c'est néfaste sur le long terme, exactement comme le tabac, alors que c'est très agréable sur le moment. Et donc les conséquences de donner la priorité au moment présent, c'est qu'on ne peut pas compter sur les bonnes intentions ou encore une fois sur la volonté. Donc comment on fait quand c'est comme ça ? En fait, il suffit d'ajouter une petite touche de plaisir aux habitudes qui vont rapporter sur le long terme. Et une petite touche de contrainte aux habitudes qui ne rapportent rien, justement, et qui sont néfastes. C'est justement un des principes quand on arrête de fumer. Par exemple, quand vous arrêtez de fumer, dites-vous que tout l'argent que vous ne dépensez pas en tabac, vous le mettez dans une tirelire. Et à la fin, ça va vous permettre de financer quelque chose dont vous aviez envie, mais que vous ne pouviez pas vous permettre financièrement jusque-là. Un voyage, une voiture peut-être, parce que vu le prix du tabac, je pense qu'au bout d'un certain temps, il y a moyen de se payer une voiture. En conclusion, j'ai envie de vous dire que les habitudes sont plus faciles à construire quand elles s'intègrent dans le cours de votre vie. On est plus susceptible d'aller à la salle de sport si elle se trouve sur le chemin du travail que si elle est à 1/2 heure de chez vous. Ça vous perturbera beaucoup moins de vous arrêter sur votre trajet, plutôt que de rentrer chez vous, préparer un sac et devoir repartir avec 1/2 heure de trajet, faire sa séance, revenir 1/2 heure de trajet. Vous avez compris le principe. De la même façon, on est plus susceptible de manger équilibré si on prend le temps de faire les courses et de cuisiner des aliments bruts. Donc l'idée, c'est de créer un environnement où il est aussi facile que possible de faire ce qui est juste. Et la mise en place des bonnes habitudes, en fait, ça repose en grande partie sur la recherche de moyens
permettant de limiter les difficultés liées à nos bonnes habitudes et d'augmenter celles associées à nos mauvaises habitudes. Il y a de nombreuses façons de modifier notre environnement et d'améliorer notre environnement afin qu'il soit prêt vraiment pour une utilisation immédiate. Par exemple, si vous souhaitez préparer un petit déj équilibré, et bien la veille au soir, placez les ingrédients, comme je vous disais tout à l'heure, les œufs à côté du sachet de thé, la poêle qui est déjà prête sur la cuisinière, les ingrédients sur le plan de travail, disposez les assiettes, les ustensiles dont vous aurez besoin, tout. Tout pour pas rentrer dans votre mécanisme habituel de je me verse des céréales dans un bol de lait ou je me prends 2 tartines de beurre. Parce qu'en plus, souvent le matin, on est vraiment en pilote automatique, donc cassez ça, préparez tout, et comme ça, quand vous allez arriver dans votre cuisine, vous allez vous dire « Ah ouais, c'est vrai, ce matin, je voulais me faire un petit déj avec des œufs. » Donc maintenant, il y a juste le temps de passer à l'action. Dites-moi en commentaire quelles habitudes vous allez modifier, comment vous allez vous y prendre, et quand est-ce que vous commencez. Mais ça, la bonne réponse, c'est maintenant, en fait. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage vivement à lire le livre « Un rien peut tout changer » de James Clear, dont je me suis très largement inspirée pour cette vidéo, et c'est un de mes livres de l'année. C'est, je pense, mon livre préféré de l'année, c'est sûr, même maintenant, pour 2024. Jusque-là. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour rien rater de la suite, à mettre des commentaires, bref, tout ce qui pourra me faire plaisir. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, soyez douce avec vous-même.